Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente Sud Radio Berkov dans tous ses états. Le face-à-face. Et bien justement, qui cultive les terres de France? Ce sont les agriculteurs et nous sommes avec Camille Borin qui est agricultrice et auteure de Tu m'as laissé en vie, suicide paysan veuve à 24 ans il y a 2 ans. Et cette année, elle a publié Agricultrice, une vie à part et nous venons prendre de vos nouvelles. Camille Borin, bonjour. Très heureux de vous recevoir à nouveau. Vous aviez parlé en 2019, vous avez écrit ce livre très bouleversant, effectivement, sur le suicide de votre mari, agriculteur dans la Somme. Comment vous avez découvert, effectivement, l'agriculture par lui. Et 4 ans plus tard, vous avez sorti, effectivement, Agricultrice, une vie à part. Et c'est véritablement une vie à part, et vous le racontez. Et là, on a reçu un mot de vous, effectivement, et on voulait savoir un peu où vous en étiez, parce que quand vous êtes venu, vous nous avez dit que vous allez reprendre, effectivement, l'exploitation, avec tous les problèmes qui sont là, effectivement, et c'était fou, parce que c'était extrêmement bouleversant quand vous parliez des efforts du couple au départ, comment vous étiez à moins d'1 euro le kilo, les prix de vente, etc. L'administration va en parler, et puis le drame terrible d'un certain nombre d'agriculteurs poussés au suicide, on peut le dire, poussés au suicide, ce qui est quand même intolérable, et voilà. Et puis vous avez écrit ce livre de tendresse après. Et aujourd'hui, où vous en êtes, Camille Borin? Merci de me recevoir déjà, ça me fait très plaisir. Aujourd'hui, je suis enfin installée. Donc depuis fin mars 2021, j'ai fait ma première moisson cet été. Vous êtes donc je suis céréalière à 100% parce que l'élevage a été arrêté suite au décès de mon mari quelques mois après. Ouais. C'était pas possible de continuer sans lui et c'était une charge de travail trop importante. Donc mon choix, moi, c'était de continuer les terres, que ça parte pas des agriculteurs qui en avaient pas spécialement besoin. Donc je me suis battue. Les céréales. Céréales. Oui. Donc aujourd'hui, c'est blé, colza et escourgeon et maïs l'année prochaine. D'accord. C'est un choix que j'ai fait, que je ne regrette pas. Je me suis battue pendant 4 ans pour avoir la place que j'ai aujourd'hui. Mais n'empêche que le combat continue toujours pour les autres qui essayent de s'en sortir. Alors justement, on va parler. Combien d'hectares vous avez? 50. Tout en location, donc je paye un fermage au propriétaire. En location. Oui, je ne suis pas propriétaire. Donc je paye un fermage aux propriétaires concernés. D'accord. Là, ça va commencer dès ce mois-ci jusqu'à fin janvier. Et les perspectives sont plutôt bonnes. Ça se passe. Moi, contrairement à mes autres collègues, il y a des agriculteurs qui s'en sortent très bien, et fort heureusement, il y en a pour qui c'est très difficile. Moi, je m'en sors dans le sens où je travaille à côté, donc j'ai un salaire qui rentre en dehors de mon exploitation. Je paye des gens qui travaillent pour moi, donc je suis pas sur place tout le temps, mais après, les prix sont là, mais effectivement, les prix peuvent être là. Il faut déjà avoir le choix pour l'agriculteur de pouvoir vendre son blé parce que la COP se prélève avant la vente exclusive que l'agriculteur a pour lui. Donc le prix peut être un prix assez élevé en ce moment. Il est très variable. Il est très variable. Ouais. Aujourd'hui, il est bien, mais il faut pas oublier que le prix des entrants, lui, est terrible, quoi. C'est très cher. Le fuel pour mettre dans les tracteurs est excessivement cher en ce moment. Pour 1000 litres, il faut compter pratiquement 1000 euros. Hein, donc pour un agriculteur, c'est 1000 euros pour 1000 litres pour le tracteur. Oui, j'ai regardé les cours là dans le train pour pas me tromper. Mais même au niveau de l'azote, pour répandre dans les champs, c'est excessivement cher aussi. Ouais. Et du coup, on peut dire il faut qu'ils arrêtent de se plaindre. Le blé est à ce prix-là, le lait est à ce prix-là, la viande est à ce prix-là. Mais il faut penser aussi que les fois où les cours étaient très bas, ils n'ont pas pu mettre de trésorerie de côté. Voilà, donc c'est une chaîne qui se casse à un moment donné et du coup c'est compliqué de remettre en place quelque chose qui roule, un fond de roulement. Et s'il n'y a pas d'accompagnement, et c'est ça, moi, mon cri d'alerte le plus, c'est le manque d'accompagnement que les agriculteurs ont aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que justement, accompagnement, dans quel domaine, dans quel sens, pour être très précis? On va parler d'abord, et avant de parler de cela, vous dites aussi qu'il y a un poids administratif, une paperasse énorme, en tout cas qu'il faut gérer, et déjà avec le travail qu'il y a, c'est pas évident.
Moi, je l'ai vécu pendant plus de 10 ans aux côtés de mon mari. Je sais que je l'ai secondé surtout sur l'administratif qui était vraiment énorme, et dans l'élevage, il y en a encore plus. Nous, on était en truie, naisseur-engraisseur, il fallait marquer quelle true on inséminait, combien de doses elle avait eu, à quel moment, qu'est-ce qu'on... Ah oui, c'est valable pour les vaches, les cochons. Oui, tout, voilà, enfin, et enfin, c'est un travail monstre quand même. Donc il y a ce poids-là. Je l'ai vécu encore dans mon installation parce qu'il y a beaucoup de paperasse à faire. En fait, c'est toujours se justifier. C'est ça le problème qu'ils ont. Il faut toujours qu'on se justifie, et je pense que ça leur donne un poids qui est vraiment très dur. Vous êtes présumé coupable, quoi. Enfin, je dis pas coupable, mais je veux dire, vous avez besoin d'expliquer tout, de justifier tout, c'est ça? Moi, je me souviens quand on avait un contrôle du vétérinaire, c'était quelle dose de médicaments vous avez mis, à quel moment, enfin, c'était des fiches, fallait prendre la température, donc tout ça je me dis que ça se comprend, mais je me dis que du coup, tout le monde n'a pas cette force-là de le faire, et que si psychologiquement ils sont pas bien, ça rajoute une charge de travail en plus de ce qu'ils font déjà, quoi. Et l'avantage avec Sud Radio, c'est que vous n'avez pas de paperasse. Vous avez juste à nous appeler au 0826 300 300 pour poser vos questions ou témoigner auprès de Camille Borin. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et là, une agricultrice parle aux Français, Camille Borin, qu'on est très heureux de recevoir. Et on ne va pas reparler de ça, mais c'est vrai, qu'est-ce qu'il y a eu avec le suicide de votre mari en 2017 ? Vous racontez, d'ailleurs, vous dites la réalité que ces drames se produisent tous les jours, 2 chaque jour en moyenne depuis le début de l'année. Je ne sais pas si ce chiffre est toujours valable, mais en tout cas, on sait que ces drames se produisent et que ces drames, c'est inadmissible, quoi. Et que vous, qui étiez extérieur au monde paysan, vous nous l'aviez raconté, et ça vous a passionné. Et la preuve, c'est que depuis mars dernier, vous avez repris l'exploitation, vous continuez plus que jamais. Et justement, je voudrais faire un peu avec vous, Camille Borin, un portrait de ces agriculteurs, de ces petits agriculteurs, mais enfin qui sont quand même nombreux, très nombreux, et puis qui nous nourrissent, il faut le savoir. Et vous dites, c'est quand même très compliqué parce qu'il y a une espèce de... Vous disiez, ce qui nous manque le plus, c'est l'accompagnement. Il n'y a pas d'accompagnement. En quel sens cet accompagnement devrait avoir lieu? Sur quelle piste? Moi, du départ, quand on s'est installé avec mon mari, j'aurais aimé qu'on me dise, du départ, voilà les risques. On vous dise, voilà ce que vous risquez. Voilà ce que vous risquez si ça va pas, voilà ce que vous risquez si vous ne payez pas la banque, si vous ne payez pas vos fournisseurs. Et ça, je pense que ça manque aujourd'hui dans une installation, c'est qu'il faut être accompagné avant même d'avoir signé un crédit à la banque. Voilà, il faut être accompagné au niveau social. Parce que c'est difficile de se renseigner soi-même quand même, parce que on peut vous dire, oui mais attendez, regardez, il y a des publications, il y a les lois, vous pouvez quand même prendre le temps de regarder cela. Oui, on peut nous dire que nous, on peut avoir le temps de regarder cela, mais si je parle de l'histoire de mon mari, qui a perdu son père à 18 ans, qu'il avait qu'une seule envie, c'était que la ferme elle soit à son nom, qui s'est battu corps et âme contre sa famille, au bout d'un moment, c'est tout. On regarde pas à ce qu'on a le droit et à ce qu'on n'a pas le droit. On y va, on fonce, quand la banque nous dit on vous ouvre un compte, mais on vous met 0 € dessus, on fait pas spécialement attention. Aujourd'hui, moi, c'est l'erreur que j'ai pas faite, entre guillemets. C'est que moi j'ai été voir plusieurs banques et j'ai choisi la banque qui a décidé de me suivre financièrement, même si j'avais pas d'investissement à faire. Je me voyais pas commencer avec 0 € sur mon compte pour finir comme mon mari 5 ans après. C'était pas du tout le but de mon installation et de mon projet. Et je pense que c'est ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est cet accompagnement aussi au niveau social. Je veux dire au niveau de la MSA. Moi j'ai découvert qu'il y avait une assistance, Mutualité Sociale Agricole. D'accord. Le social, il compte pas trop chez eux. Mais moi, j'ai découvert qu'il y avait une assistante sociale à la MSA parce que j'étais suivie par Solidarité Paysan. C'est une association qui vient en aide aux agriculteurs en difficulté. Et nous touchons du RSA.
c'est un peu une honte de l'avoir touché ce RSA, parce qu'on travaille et on doit toucher du RSA parce qu'on n'y arrive pas, parce qu'on se prélève pas de salaire. C'est ça aussi, les agriculteurs, ils ont beaucoup de mal aujourd'hui, c'est ça, c'est de devoir toucher du RSA alors qu'on bosse 60-70 heures par semaine, on se prélève pas de salaire, mais on touche du RSA, c'est quand même un comble. Et du coup, Solidarité Paysans avait été mandaté par le département de la Somme pour être notre référent, et c'est comme ça qu'on a découvert qu'il y avait une assistante sociale à la MSA. Mais ça, vous ne le saviez pas? On le savait pas. Et ça, c'était un an et demi après notre installation. Et ça, je trouve que c'est même pas un an et demi après qu'il faut le savoir. C'est même avant de s'installer, de rencontrer tous ces professionnels-là et qu'ils expliquent aussi les choses et qu'ils accompagnent les agriculteurs au-delà de la banque et des comptables. Il faut un peu d'humain. Et je pense qu'aujourd'hui, dans le monde agricole, c'est ce qui manque, c'est l'humain. Et cet humain-là, et à quel niveau? Parce que vous avez beaucoup d'interlocuteurs, que ce soit au niveau, effectivement, je veux dire, des gens qui vous vendaient le produit de votre, enfin le produit, vos produits, vos céréales, etc. Et au fond, est-ce que vous estimez que la chaîne, enfin, est bien organisée, ou qu'il y aurait beaucoup de choses à améliorer dans cette... Entre nous et vous, les consommateurs? Oui, entre les agriculteurs. Il y a trop de monde. Entre producteurs et consommateurs. Il y a trop de monde entre producteurs et consommateurs. Il y a beaucoup de gens qui doivent s'en mettre aussi dans les poches. Moi, je dis que rien ne vaut la vente directe. Enfin, quand le Covid a commencé et qu'il y a eu un élan de solidarité autour des agriculteurs, de leur vente directe, et que d'un seul coup, dès que c'est redevenu entre guillemets à la normale, où plus de commerces sont réouverts, et d'un seul coup, il y avait plus de cette solidarité. Donc il y en avait qui étaient déjà solidaires et qui fonctionnaient comme ça, d'autres qui l'ont découvert, on va dire, et qui ont continué, et d'autres qui s'en sont un peu servis, et que du jour où ils ont pu reprendre leurs petites habitudes, tout ça, ils nous ont un peu abandonnés. Et du coup, je trouve ça pas très juste, parce qu'il y en a, ils ont augmenté leur production, s'ils font des yaourts ou autre chose, ils ont augmenté leur production, parce que du coup, leur clientèle a augmenté, et du jour au lendemain, tout diminue, et du coup... Oui, ils sont retrouvés les consommateurs sont retournés dans leur dans leurs habitudes de supermarché, et d'acheter des produits qu'ils savent pas vraiment de où ça vient, alors qu'en allant directement chez l'agriculteur, au moins on sait de où ça vient, et que c'est français, surtout. C'est clair. Mais est-ce qu'on a tous les moyens d'aller chez l'agriculteur? Non, je peux le concevoir qu'on n'a pas tous les moyens d'aller chez l'agriculteur. Après, il faut pas croire que c'est vraiment plus cher que dans les supermarchés, où il faut revoir sa consommation, peut-être moins manger de viande, mais de meilleure qualité. Et du coup, je pense que c'est quelque chose qui est faisable. C'est comme les fruits et légumes. Il y a des périodes, et ça, je l'avais déjà dit la première fois que je suis venue ici, il y a des périodes pour manger des fraises, des tomates, des courgettes, du brocoli, et de voir des fruits et légumes qui sont même pas de France, c'est un comble, alors qu'il y en a, et c'est comme tous les éleveurs, en particulier, c'est surtout au niveau des éleveurs de moutons, on voit que l'agneau, il est vraiment pas de France en supermarché, où c'est très rare, et c'est de la Nouvelle-Zélande. Enfin, à un moment donné, il faut arrêter, il faut se mettre un message. Soit on veut continuer comme ça et tuer ce qui reste, et tuer tout ce qui reste en France d'agriculteurs et d'éleveurs, ou soit on voit les choses différemment et on sauve tous ces gens-là, puisqu'ils vivent de ça, ils ont ça en eux, c'est dans leur chair. Même moi qui est pas issu de ce milieu-là, moi c'est en moi, c'est dans mes tripes. Sinon je serais pas là aujourd'hui, j'aurais pas fait tout ce que j'ai fait, je me serais pas battue durant ces 4 ans pour reprendre les terres, et je me battrai pas aujourd'hui pour que ce que moi je vis au quotidien, d'être veuve de quelqu'un qui s'est suicidé. Mon combat, c'est que personne soit à ma place, mais malheureusement aujourd'hui il y a encore beaucoup trop de femmes et d'hommes qui sont à ma place, et c'est pas concevable. Il y a des enfants derrière tout ça, et il y a encore une femme qui m'a écrit le mois dernier, qui a perdu son conjoint. Ils étaient pas mariés, il y a une petite fille, elle n'aura rien, c'est la petite qui hérite de tout. Mais voilà, tout ça, ça rappelle des mauvais souvenirs. C'était une mauvaise période forcément pour moi 4 ans après. Mais justement, il faut accompagner ces gens-là. Et quand je dis à cette personne, vous êtes accompagné par un organisme, elle me dit non, à part Solidarité Paysans. Mais Solidarité Paysans font un travail formidable, mais ils n'ont pas les moyens
nécessaires pour accompagner du début jusqu'à la fin. Alors, ce que vous dites, Camille Borin, il y a plusieurs choses, évidemment, là-dedans, et c'est très essentiel, mais vous dites d'abord un certain protectionnisme, quand même. Oui. Si on veut protéger l'agriculture française, il faut la protéger. Il faut vraiment la protéger, il faut protéger nos agriculteurs aussi. Comment on fait dans le cadre européen? Tout le problème est là. Non mais je veux pas, on va pas faire la discussion avec Bruno Le Maire. Mais il était ministre de l'Agriculture. Bon, il est ministre de tout. Hein. Quand on est ministre de l'économie, on est ministre de tout. Oui. Non, mais simplement. Je veux dire, c'est tout le problème et le paradoxe de ce qu'on vit, quoi. C'est-à-dire qu'il dit, oui, évidemment, protégeons l'agriculture française, protégeons les produits français. Enfin, la France est un grand pays agricole. Enfin, on va pas faire tous les clichés qu'on connaît, les vérités depuis des siècles. Et on est obligé d'importer aujourd'hui des aliments, alors que la France, l'Hexagone est quand même... Mais c'est là tout le problème. Après, je sais que c'est pas ma voix qui va faire changer le fonctionnement du pays, et qui va faire changer le fonctionnement du pays aujourd'hui, mais j'estime quand même qu'on est quand même assez d'agriculteurs en France, peut-être pas pour nourrir vraiment toute la France, mais quand même pas mal. Oui. Voilà, je pars du principe où plus on va limiter les produits de l'étranger, et mieux ce sera, et ça sauvera, je pense, beaucoup de vies, et c'est ça qui m'importe aujourd'hui, c'est de sauver des vies. Parce qu'on en est là, effectivement, vous l'avez vécu dans votre chair, le drame, mais vous dites qu'aujourd'hui, beaucoup de gens sont dans cette situation d'être en cul-de-sac, dans un mur. C'est un tunnel, hein. C'est un tunnel noir, on rentre, si on en sort c'est bien, moi il n'en est pas sorti et le résultat est là. Il faut vraiment y mettre toutes ses tripes pour que les autres sortent, pour que les autres agriculteurs en difficulté sortent de ce tunnel. Ceux qui ont des problèmes financiers, aujourd'hui leur blé il est déjà vendu, donc depuis cet été, donc le prix du blé peut être élevé aujourd'hui. S'ils ont déjà vendu leur blé, j'ai envie de vous dire ça sert plus à grand chose. Les intrants ont des prix excessifs aujourd'hui. Est-ce que l'agriculteur qui a déjà d'énormes difficultés financières va pouvoir mettre de l'engrais l'année prochaine au prix qu'il est aujourd'hui? J'en suis pas sûre. Donc en fait, ils font des concessions. Mais qui dit de pas mettre de l'engrais dit des récoltes un petit peu plus... difficile l'année prochaine. C'était déjà une année difficile cette année. Enfin, ça fait plusieurs années que c'est difficile. Donc les prix peuvent être là. Si la qualité n'y est pas, c'est un peu plus compliqué. On va en reparler tout de suite avec les auditeurs du Sud Radio. À tout de suite. Notre agriculture est en danger. Alors comment faire? Vous nous appelez au 0826 300 300 et vous avez peut-être un message à faire passer à Camille Borin. À tout de suite. Le parfum Terre de France, 100% des bénéfices au service de notre pays, présente... Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Et nous sommes toujours avec Camille Borin, agricultrice dans la Somme, et nous sommes aussi avec Raoul qui nous appelle de Compiègne. Bonjour Raoul. Oui, bonjour Raoul. Raoul, est-ce que vous êtes là? Non. Oui. Ah ben voilà, on vous entend Raoul, allez-y. Oui, alors j'ai une petite expérience avec nos amis agriculteurs. J'habite actuellement en Picardie, pas loin de Compiègne, mais j'ai habité en Bretagne, à la limite avec la Normandie, pas loin du Mont-Saint-Michel, qui, oui, vous le savez, le Conon dans sa folie a mis le mont en Normandie. Exact. Et j'habitais un petit village, Saint-Brolindre, où il y avait des agriculteurs et notamment des éleveurs de porcs. Oui. Et comme j'étais assez ouvert à la discussion, mon ami Louis, qui était agriculteur, m'a amené chez son copain Luce, qui était catastrophé, lui aussi au bord de la dépression, si pas plus, parce qu'il recevait des porcelets à élever. Et quand il faisait ses comptes, qu'il avait payé la nourriture, ce qu'il fallait pour élever des porcelets, et qu'il le revendait à la coopérative qui lui avait vendu le porcelet ainsi que la nourriture, eh bien il était perdant. Et alors j'ai compris que c'était un système pervers, c'est-à-dire que la coopérative, le centre de gestion, le crédit agricole, qui est-ce qui a fondé tout ça?
les agriculteurs, avec leur travail, avec leur courage, avec leur générosité. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que le système s'est retourné contre eux. Et ce qui était odieux pour mon ami Luce, c'est qu'il recevait des menaces du Crédit Agricole et de la coopérative parce qu'il n'en pouvait plus. Il avait investi, le pauvre, dans sa porcherie modèle, il ne pouvait plus payer ses traites. Crédit Agricole, vous savez ce qu'il a fait? Il a mis un varan sur son exploitation, c'est-à-dire une forme d'hypothèque. Et il l'a sommé de rembourser, sinon il vendait sa ferme. Quelle perversité, quelle lâcheté, je dirais, parce que qui est-ce qui travaille au Crédit Agricole? Ben, vous le savez, quand on embauche au Crédit Agricole, si on est fils d'agriculteur, on a une priorité. Eh bien, ce sont les fils d'agriculteurs qui condamnent les agriculteurs à la misère. Ce sont les salariés qui ont leur travail grâce aux agriculteurs, qui dirigent les coopératives et qui se retournent contre eux. Ce sont les comptables payés par les agriculteurs qui les exploitent et qui se retournent contre eux. C'est devenu un système pervers. Alors, Raoul... Oui, j'ai un autre ami qui est en Côte d'Or et qui a compris tout ça. Et il voulait transmettre son exploitation à son fils. Son fils a dit non, papa. Je veux pas m'empoisonner. D'accord. Raoul, je voudrais que Camille Borin, on vous a bien entendu, Raoul. Je voudrais que Camille Borin réponde un peu par rapport à ça, le côté... Enfin, qu'est-ce que vous en pensez par rapport au témoignage que rapporte Raoul? Il dit des choses vraies et des choses un peu moins vraies. Après, de toute façon, ça sert toujours à certains agriculteurs d'avoir des contacts, que ça soit au niveau des banques, des coopératives, de la SAFER. Enfin, on connaît, hein, c'est une magouille. Hein, il y a 5 hectares là à récupérer. Non, ne mets pas. Le fils de mon collègue va... s'installe, c'est intéressant pour lui. Ça, oui, sur ça, on a raison. Après, est-ce que ça se retourne contre nous? Il y en a, ils veulent pas être dans ces situations de difficulté. Et enfin, je pense que votre ami a pas voulu faire mal dans son histoire. Et il a raison dans le sens où quand ces porcelets arrivaient et tout ce que ça lui coûtait, et à la vente, il était perdant. Je peux le comprendre. Je l'ai vécu pendant 10 ans. Je peux lui donner que raison, malheureusement. Augustin, merci beaucoup Raoul pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Stéphane qui nous appelle d'Orléans. Bonjour Stéphane. Oui, bonjour. Oui, bonjour Stéphane. Bonjour Camille. Bonjour. Alors, je voulais simplement témoigner par rapport en fait à ce que disait votre invité, par rapport en fait au poids de l'administratif. Oui. Parce qu'effectivement, dans les petites structures, en fait, quand on a une petite structure, en fait, on passe notre temps à travailler notre produit, on travaille à servir nos clients, et c'est notre priorité absolue. Et tout ce qui est administratif, tout ce qui est contrainte, eh ben, ça vient si on a un peu plus de temps. Et dans les très grosses structures, ils ont des employés, ils ont des gens qui font que de l'administratif, qui ne font que ça, remplir des documents pour l'administration. Et eux, ils sont bien armés pour ça, les grosses structures. Les petites structures n'en peuvent plus. Et je voulais effectivement témoigner, de dire effectivement qu'on arrête effectivement d'inonder les petites structures de formulaires, de justificatifs, de tant de choses, et qui découlent d'ailleurs directement de l'Europe. Hein. Chaque fois qu'il y a une directive qui tombe, et ben, il y a le ministère des Finances qui la retranscrit dans le droit français, et ça devient insupportable. Et on passe plus de temps à remplir des papiers qu'à servir nos clients, qu'à travailler nos produits. C'est intolérable. Camille Borin, justement, alors concrètement, vous par exemple, enfin bon, vous avez heureusement des personnes, puis dire, vous êtes obligé de travailler à côté, vous dites en nourrice, etc., vous dites, pour subvenir aux besoins de l'exploitation et vous-même. Au fond, on a parlé un tout peu de la paperasse, de l'administration. Vous avez beaucoup de choses à faire, même dans votre exploitation, 50 hectares, encore une fois. Vous avez beaucoup de paperasse à remplir, vous avez beaucoup d'administratifs, c'est important, c'est un poids. C'était un poids quand j'ai dû m'installer pour obtenir plusieurs papiers, oui, parce que j'ai dû faire appel à des avocats et ça a été, c'est encore en cours aujourd'hui, ça a été très compliqué. Non, je m'estime vraiment chanceuse de la chance que j'ai aujourd'hui par rapport à ce que j'ai pu vivre aux côtés de mon mari. J'ai beaucoup moins de papiers à faire, forcément je travaille qu'avec une seule coopérative, oui, donc du coup voilà, il y a pas de problème, ça rentre, j'amène mon blé, il se prélève, il me verse le reste, voilà, les fermages se font par chèque, ça se passe simplement. Le témoignage qu'on vient d'entendre est très bien et très vrai.
dans le sens où oui, celui-là qui a une petite exploitation, attention, je dis pas 50 hectares, hein, même ceux qui ont 100 ou 150 hectares, même 200 hectares, aujourd'hui ça reste des petites exploitations quand on voit le nombre d'hectares que certains agriculteurs ont. Ils mettent tellement de temps dans leur champ à faire un travail correct, surtout selon où ils se trouvent dans certaines régions où c'est difficile. Et pareil au niveau de leur élevage. Enfin, moi je sais qu'au niveau de mon élevage, j'y passais mais un temps monstre et franchement, quand je rentrais le soir à 22h d'avoir inséminé 18-20 truies, non, j'avais pas envie de faire de papier. Donc c'est très vrai ce qu'il dit et c'est ça qu'il faut, c'est ce poids-là qu'il faut enlever, quoi. Vous payez les impôts sont importants. Vous payez des impôts vous-même Alors quand on est propriétaire de terre, oui, on a l'impôt foncier sur le non bâti. Moi, c'est pas mon cas, mais les propriétaires de terre en redemandent une partie aux locataires. Hein, c'est à hauteur de 10% environ. Ah oui. Enfin, c'est ce que moi on me réclame. Voilà, c'est ce que moi on me réclame aujourd'hui. Ça peut être plus chez d'autres locataires, je ne sais pas. Et après, je paye une taxe foncière comme tout propriétaire aujourd'hui. D'accord. Merci beaucoup à Raoul et à Stéphane qui nous ont appelé. Vous continuez à nous appeler au 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Je n'aime pas la blanquette de veau. Je n'aime pas la blanquette de veau. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Ah bah si, il faut l'aimer la blanquette de veau, sinon des agriculteurs vont être sur la paille. Et nous sommes avec Guylaine qui nous appelle de Nancy. Bonjour Guylaine. Oui, bonjour Guylaine. Oui, bonjour. Voilà ma question. Enfin, c'est pas tellement une question, c'est une voilà ce que je pense exactement de l'agriculture. Donc moi, je consomme local. C'est-à-dire, vous voyez, je suis sur Nancy, donc c'est pas, il n'y a pas tellement de paysans autour de chez moi, mais j'ai réussi à trouver une coopérative où je peux donc faire les achats que je souhaite. Et ce qui est important pour moi, c'est justement d'essayer de participer un petit peu aux efforts des agriculteurs qui, aujourd'hui en France, ont bien des difficultés. C'est le moins que l'on puisse dire. Je suis de tout cœur avec eux. Mais malheureusement, en France, on a tout tué. Le textile, l'industrie et maintenant l'agriculture. Donc, on préfère procéder à l'import avec des produits de très mauvaise qualité, Monsanto, etc. Moi, j'essaye d'avoir un petit peu de jardin, un petit carré de potager avec des graines que j'achète moi-même dans le sud. Voilà, donc moi, j'essaye de faire cet effort sur toute l'alimentation. Ouais. Mais ce que je déplore, vous voyez, quand je vois souvent des émissions de télé qui présentent les agriculteurs qui font une agriculture très saine, elles sont toujours réservées pour les restaurateurs. À croire que le citoyen lambda, lui, il n'a pas le droit de bien manger. Donc moi, je voulais avoir un petit peu l'opinion de la personne par rapport à ça. Camille Borin, alors je ne sais pas si vous avez une lumière là-dessus. Voilà, ce que on dit, voilà, les bons produits, c'est pour les restaurateurs et le citoyen lambda, il a moins sa place dans ce banquet-là. Je suis pas d'accord. Non. Alors expliquez. Je suis pas d'accord parce que après je respecte ce que cette dame a dit, hein, mais moi pour connaître des gens qui justement vendent à des restaurateurs, ils travaillent aussi avec des supermarchés. Donc est-ce que les produits que ces agriculteurs vendent aux restaurateurs ne les vendent pas aussi auprès des supermarchés pour faire manger des produits locaux à des vacanciers ou à la population? Donc je suis pas trop d'accord avec ce qu'elle vient de dire. C'est vrai parce que en fait il n'y a pas qu'aux restaurateurs que c'est donné. Beaucoup d'agriculteurs, ce que dit Camille Borin, vendent aux supermarchés, donc vous pouvez trouver ça dans les supermarchés. C'est pas seulement que de la nourriture apportée, plus ou moins de qualité. On trouve un peu partout, Guylaine. Moi, je sais pas. Vous voyez, j'achète local uniquement, mais j'ai l'impression qu'il y a des filières quand même autres qui sont exclusivement réservées aux professionnels. Il y a aussi les produits de luxe. Pas le petit restaurateur, bien sûr. Étoilé, voilà. Donc on est prêt. Certains sont prêts à payer. C'est ça, dans les restaurateurs étoilés, vous payez évidemment très cher et oui, c'est d'accord, ça. Mais
moi, je voudrais pouvoir aussi, peut-être, hein, tout le monde ne peut pas le faire, j'en conviens, mais justement, on pourrait les aider, et nous aussi, on devrait pouvoir consommer, même en payant très cher, puisque c'est quand même leur labeur. Bien et donc, on n'arrive pas à trouver des produits de très grande qualité. Voilà. Alors, mais le problème que pose Guylaine, en fait, au fond, c'est ça, et là, on revient à l'Europe et l'histoire du Pax et de l'Europe, etc. Qu'est-ce que vous voulez que disent les gens? Ils disent oui, d'accord, les fraises d'Espagne, c'est vrai que les fraises d'Espagne, mais les fraises d'Espagne coûtent moins cher que les fraises. Ah oui, dans le supermarché, les fraises d'Espagne coûtent moins cher que les fraises françaises. Mais à un moment donné, il faut revoir au niveau des prix, il faut revoir aussi. Alors pourquoi les supermarchés ils prennent plus de marge quand c'est un produit français et moins de marge quand c'est un produit étranger? Il faut peut-être aussi travailler sur ça. Ça revenait à ce qu'on disait tout à l'heure en off, qu'il y avait trop d'intermédiaires entre nous, les producteurs, et vous, les consommateurs. Et ça, les marges qui sont faites par les supermarchés ne sont absolument pas de notre faute. Oui, non, mais bien sûr. Donc, du coup, ça incite les gens, forcément, et là, je suis d'accord, ça incite les gens à manger du non français, malheureusement. C'est ça, non, mais ça, c'est. Oui, mais alors, vraiment, le vrai problème, mais moi, je fais le choix de ne pas le faire, hein, je vous le dis, je préfère ne pas manger que de manger des produits d'Espagne. Vous faites très bien, Guylaine, vous faites très bien. Mais le vrai problème, en général, pour parler justement de la collectivité, et c'est un vrai problème, et ça, il ne peut être posé qu'au niveau européen et au niveau d'une politique nationale. Je ne dis pas de faire le Frexit ou quoi que ce soit, mais jusqu'où on va pour dire aux gens, attendez, achetez, mangez français. Et c'est vraiment une question de savoir où on met le curseur, et c'est pas évident. Merci Guylaine pour votre appel. Nous sommes maintenant avec Jean-François qui nous appelle Merci Guylaine. Jean-François qui nous appelle de Muret. Bonjour Jean-François. Oui, bonjour Jean-François. Bonjour Monsieur Berkoff. Bonjour. Voilà, moi je suis agriculteur, donc dans le sud de la France. Alors tout ce que j'entends au sujet de tous acheter local et tout, c'est bien. Je suis absolument d'accord, mais tout ça c'est des niches. Moi je suis un céréalier. Madame Camille, vous vendez une coopérative. Bon, alors moi je vais vous dire quelque chose. Aujourd'hui, il faut savoir que chez nous, les coopératives achètent le maïs entre 20 et 30 euros de moins qu'un privé. Tonne. Ah oui. Ils vendent les engrais, c'est les mêmes topos. Notre mal de l'agriculture, de ce beau métier, c'est tous ces fonctionnaires de Bruxelles et tous ces dirigeants de coopératives qui ont un train de vie phénoménal. C'est incroyable. Bon, après, je ne vous parle pas de la MSA, des chambres d'agriculture, parce qu'alors là, il y a un roman à faire. Oui, voilà. Vous voulez dire qu'il y a des gens qui mènent un train de vie très fort sur presque le dos des agriculteurs, vous diriez? Non, Monsieur Berkoff, sur le dos des agriculteurs. Ouais, d'accord. Vous prenez le prix d'une tonne de blé et le prix d'une tonne de pain, vous allez quand même vous faire peur. Vous dites pourquoi ça va pas? Pourquoi l'agriculture? Nous sommes la seule profession. C'est pas nous qui facturons, c'est nous qui devrions facturer nos produits. Ouais. C'est pas vous qui facturez. Mais qui facture? Qui facture? Alors, dans ces cas-là, vous avez les coopératives. Oui. Vous avez le négociant. Vous vous mettez d'accord sur un prix, on facture. Bon. Je vous prends un exemple. L'an passé, tout le monde avait décidé qu'à la récolte, on appliquerait 6% de pénalité. De pénalité pour, vous voulez dire? Qu'on allait vous trouver des impuretés. Ils étaient tous à 6%. D'accord. Donc 6% qui se mettent à la poche. Parce que tout ce qui vous enlève, ça part aux aliments, ça part ici, ça part là, mais c'est valorisé. D'accord. Donc c'est catastrophique. Alors bientôt, il va falloir... Je sais pas, mais vous êtes quand même le seul média avec qui on peut parler clairement. Bah écoutez, on est là pour ça et on est là pour vous écouter, effectivement. Mais non, ce que vous dites, c'est très intéressant. Vous dites par rapport au prix de la tonne. Redites-moi les prix que vous m'avez dit par rapport au prix de la tonne de blé ou de maïs. De blé, les coopératives, blé ou maïs ou sorgho, ce que vous voulez, ils sont 20 à 30, voire plus, moins chers qu'un négociant. D'accord. Les engrais, c'est pareil. Là, je suis en voiture, je n'ai pas les prix, mais je peux vous les faire passer. Mais quand vous voyez sur une benne de 10 tonnes que vous perdez 230 balles,
et personne ne dit rien. Bon, voilà. Oui, c'est un vrai problème, Camille Borin. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais il a totalement raison. Après, il faut pas trop me jeter la pierre. Hein. Je suis veuve et je viens seulement de commencer. Mais il a totalement raison sur ce qu'il vient de dire. Il y a énormément il y a beaucoup trop de personnes qui vivent grâce à nous. Et nous, aujourd'hui, en fait, on peut crever. Il y a personne qui s'intéresse à nous. Et c'est ça le fond du problème. Et en fait, il a tout dit. Vous, demain, vous faites appel à un électricien, un plombier, il vous dit, moi je prends 50 € de l'heure, c'est soit vous acceptez, soit vous acceptez pas. Et nous, demain, on peut faire partir des porcs, du lait, on peut vendre nos céréales. C'est pas nous qui choisissons nos prix, on les choisit pour nous. Et si ça nous plaît pas, c'est pareil. Et derrière, si on n'arrive pas à payer nos charges sociales, on nous met des recouvrements. Quand les recouvrements ils sont pas honorés, on nous met les huissiers. Vous pouvez pas, c'est pareil. Les banques, c'est la même chose. Il a tout dit. Je peux être que d'accord avec lui. Malheureusement, je l'ai vécu. Ça s'est terminé en suicide de mon côté. Et du coup, c'est compliqué à vivre. C'est vraiment compliqué à vivre. Et il a vraiment tout dit. Et dites-moi, qu'est-ce que Jean-François, Jean-François, mais à votre avis, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Qu'est-ce qu'il faudrait faire pour pallier cette situation qui est effectivement... Qu'est-ce qu'il faudrait faire? C'est très simple. Moi, je vais vous le dire. Il faudrait que, déjà, les coopératives, elles soient gérées par des agriculteurs, comme c'était au début, et pas par des fonctionnaires. Parce qu'ils sont apparentés comme des fonctionnaires. Hein. Ils ferment à 17h, le vendredi, vous n'avez personne, le week-end, on s'en fout. Bon. Et quant à tous ces gens, Bruxelles, dans les ministères et compagnie, parce que j'ai été à la MSA un peu partout, et je peux vous en dire des vertes et des pas mûres, hein, de ça, on n'en a pas besoin. Ces gratte-papier, on n'en a plus besoin. Ça suffit, on les paye. C'est nous qui les payons. Mais il y a un souci de ça. Pour être tout à fait honnête avec vous, nous on avait un échéancier au niveau de nos charges sociales MSA, donc patronales et salariales, puisqu'on n'arrivait pas à tout payer. Et donc il y a un échéancier qui est mis en place. Mais la MSA, malgré cet échéancier, nous envoie des recommandés de recouvrement. Et quand on appelle, mais il faut pas les prendre en compte, ça se fait automatiquement. Arrêtez déjà d'utiliser notre pognon à nous envoyer des recommandés, parce qu'il faut pas croire que c'est pas nous qui les payons. C'est bien nous qui les payons, à nous envoyer des recommandés tous les 15 jours qui servent strictement à rien, puisqu'on a déjà un échéancier mis en place. Et envoyer plus d'assistantes sociales chez les agriculteurs, quand de base, à la première année d'installation, ils ont déjà pas payé leur cotisation sociale, là il y a un problème. Donc quand on voit dans le rapport qui a été rendu au gouvernement pour soi-disant mettre en place des aides d'accompagnement pour les agriculteurs, j'ai envie de vous dire, il serait temps, et à voir si on va les voir à un moment donné quand on est à 6 mois d'une présidentielle, et que les derniers chiffres sur les suicides des agriculteurs, ça date de 2016. On va être en 2022. Où sont les chiffres d'aujourd'hui? Il n'y a plus de chiffres, à croire qu'il n'y a plus de suicides. C'est dingue ça. Oui, Jean-François. C'est fou ce que dit Camille, elle a tout à fait raison. Il faut savoir que aujourd'hui le suicide des agriculteurs, c'est dramatique. Personne ne le prend en compte. Non, mais vous avez tout à fait raison. C'est dramatique. Nous donnons la vie avec les animaux et tout ça. Nous faisons manger vous nourrissez. Vous nous nourrissez. Hein. Mais nous savons de bons produits, Monsieur Berkoff. Je prends un exemple. Quand vous voyez les Espagnols, j'ai rien contre eux, viennent chercher le maïs dans le sud-ouest pour élever les cochons, et ils nous renvoient la viande. On n'est pas capable, nous, de le faire ici. Oui, c'est exactement la question qu'on se pose. Et qu'est-ce qu'on attend pour... C'est ça. Mais c'est les politiques. Oui, mais sauf que... Attendez, Jean-François, juste un mot, je l'ai posé aussi à Camille Borin. Est-ce qu'à votre avis, dans la structure européenne telle qu'elle est aujourd'hui, ça peut se résoudre ou c'est pas possible? Ou est-ce qu'il faut, effectivement, je ne dis pas sortir de l'Europe, mais au moins poser un certain nombre de choses? Ce qu'il faut, des personnes, hommes ou femmes, de poigne, qui disent, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement. Aujourd'hui, on ne regarde que l'intérêt de certaines personnes. Ils en ont rien à foutre des producteurs. Je dis bien rien. Ils sont bien contents quand il y a un producteur qui crève. Je vois chez nous, le sud de la France, il y avait les élevages de canards familiaux. On les a tués pour envoyer les grands groupes coopératifs faire du gavage en Bulgarie, en Hongrie et compagnie. Tout est dit.
Ça, c'est un vrai problème. Écoutez, merci Jean-François, merci pour votre témoignage. Et effectivement, je crois qu'on est au cœur du problème dont parlait aussi Camille Borin. Et il vous reste quelques minutes pour nous appeler au 0826 300 300 et poser vos questions à Camille Borin. Ici Sud Radio. Les Français parlent au français. Les carottes sont cuites. Les carottes sont cuites. Sud Radio Berkov dans tous ses états. Tenez, il y a quelques instants, Jean-François nous parlait des Espagnols qui venaient prendre leur maïs dans le sud-ouest. Eh bien, nous allons dans les Landes avec Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Nicolas. Oui, bonjour Monsieur Berkov. Bonjour. Bonjour Camille. Bonjour. Voilà, je voulais un peu témoigner en tant qu'agriculteur des Landes. Donc les Landes veut dire un peu la production de canard à foie gras, mais aussi le maïs, comme Jean-François pouvait en parler. Mais aussi du poulet des Landes, des poulets élevés en liberté, label rouge. En ce moment, on est un peu touché par les arrêtés, suivant par rapport à la grippe aviaire, nous sommes obligés de les claustrer jusqu'à 10 semaines. Vous parlez des poulets. Des poulets, c'est ça. Oui. Des poulets, voilà, des poulets qu'on veut nous. Les poulets jaunes des Landes, des poulets qu'on veut avoir dehors avec ma compagne. Malheureusement, les poulets, pour l'instant, ils sont enfermés. On va les laisser peut-être 15 jours avant partir à l'abattoir. Ils vont un peu dehors parce qu'on a réussi à avoir une petite dérogation par rapport à ça, en faisant des parcours, en rétrécissant les parcours, etc. Mais c'est complètement à l'inverse de ce qu'on voulait faire lors de l'installation de ma compagne, avoir des poulets qui mangent de l'herbe, qui aillent dans les sous-bois, qui aillent un peu partout en plein air, etc. Bien sûr. Bien sûr. Surtout que nous, c'est pas un élevage en bâtiment 400 ou 800 mètres carrés, c'est des petites cabanes, les cabanes déplaçables de 60 mètres carrés. Qu'on peut mettre sous les sous-bois, etc. Enfin bon, voilà, c'est un élevage un peu artisanal qui est très très demandé pour les consommateurs de l'Europe du Nord. Enfin bon, voilà. Et voilà, donc nous, par rapport à cette grippe aviaire, on a été touché en 2017 là avec la grippe aviaire qui nous avait touché de plein fouet, qui avait duré 9 mois. On a eu un deuxième épisode là avec en 2020. En 2020, on a été touché, donc nous on n'a pas été on n'a pas été foyer, mais on a été par rapport par le Covid et tout ça. Enfin oui, tout ça. Ouais, voilà. On a été. Il y a eu pas mal de choses. D'accord. Et vous voulez Ce que je reproche un peu pour la dernière crise qu'on a eue de la grippe aviaire, de décembre jusqu'à fin juillet. Donc on n'avait pas pu avoir d'animaux, on était en vide sanitaire, etc. On laissait passer un peu l'orage. Ceci dit, autant les banques, autant les coopératives pas trop, autant la MSA, etc. Continuer à nous envoyer des factures à prélever sur nos comptes qui étaient dans un état catastrophique au niveau de la trésorerie. Mais ils ont continué. Il y a eu des échéances. Attendez, il n'y a pas eu on vous a pas reculé les retraits? Non, les échéances. Les emprunts n'ont pas été reculés ni rien, ni les cotisations MSA. Il y a eu des allègements. Il y a eu des échéances. Oui, il y a eu quand même il y a eu des allègements. Il y a eu des échéanciers un peu reculés ou pas du tout pour vous? Non, pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire que voilà, au lieu de payer d'un seul coup, on a eu un étalement sur un an, voire un peu plus. Mais bon, il faut les payer. Mais comme on n'a pas de revenus, qui arrive tous les mois, c'est assez difficile avec la trésorerie, surtout avec le maïs 2020 qui a été une catastrophe dans le sud-ouest, au moins dans les Landes, des rendements en berne, des prix en berne. Voilà, donc il a fallu faire au mieux. Et ma femme, au mois de mars, elle a pris la décision elle était jeune agricultrice. Elle était au bout de ses 5 ans. Elle a pris la décision de quoi? De repartir sur son métier d'origine. Ah oui, d'abandonner quoi. Enfin d'abandonner provisoirement. Donc elle est encore sur son métier d'aide-soignante. Elle va arrêter là fin décembre, en espérant qu'on puisse arriver à produire normalement et qu'elle puisse revenir sur son métier qu'elle a voulu depuis 2015, être agricultrice.
Mais voilà, ça c'est difficile. Et c'est vrai que l'administration, etc., il y a un empilement, et c'est ce que disait Camille il y a un petit moment, à parler d'empilement de contraintes administratives, c'est impressionnant. Alors, le problème, c'est que on va dire de la MESA, de la DTM, il y a plusieurs organismes qui vont empiler séparément les uns les autres, ce qui fait que ça nous fait un amalgame énorme. Et je pense qu'ils n'ont pas pris conscience de toute cette paperasserie qui est... Vous savez, malheureusement, il n'y a pas que dans le domaine agricole. La paperasserie, elle est partout. Et hélas, je crois qu'ils ont pris conscience, mais que c'est une manière pour eux de faire la force d'inertie agissante. Camille, vous voyez encore un témoignage justement d'agriculteurs des Landes qui dit c'est-à-dire ce qui est étonnant là-dedans, c'est est-ce que le Covid a impacté du côté de chez vous le Covid-19 ou pas tellement? Je veux dire, les échéances, etc. Vous n'avez pas été touché, heureusement. Mais enfin, est-ce qu'il a eu un impact ou pas, d'après ce que vous... Après, est-ce que les administrations au niveau agricole, ils ont mis des aides plus en place par rapport au Covid? Je peux pas vous dire parce que j'ai pas été impactée. Est-ce qu'il y a eu la mise en place des remplacements pour ceux qui étaient positifs au Covid, parce que des agriculteurs ont pu être positifs au Covid, ça je sais pas. Mais quoi qu'il en soit, de toute façon, Covid ou pas, les vaches, il faut aller les traire le matin, il faut aller les traire le soir, donc ça a pas trop changé leur vie en soi, quoi. C'est clair. Juste un mot pour conclure provisoirement, parce qu'on va y revenir à chaque fois que faire se peut et qu'il le faudra. Vous dites quand même, vous avez dit ça d'ailleurs off, mais vous dites quand même, il y a un certain nombre d'agriculteurs qui aujourd'hui sont dans le tunnel. Et disons le mot, dans une espèce de merde noire, vous avez employé le mot, je l'emploie aussi. Est-ce que c'est quelque chose, vous dites, on ne peut pas continuer comme ça, d'une manière ou d'une autre, il faut en sortir? Oui. Bah moi ça me fait mal, hein. Vraiment ça me touche au plus profond de savoir qu'il y en a encore qui n'arrivent pas à s'en sortir, qu'ils n'arrivent pas à se tirer de salaire, qu'ils n'arrivent pas à faire vivre leur exploitation, leur famille, ceux qui ont des enfants, se dire comment on va financer les études de nos gosses parce qu'on n'arrive déjà pas à payer nos fournisseurs. Enfin c'est dur à vivre. Je pourrais me détacher de tout ça, mais quand on a vécu un drame pareil, on peut pas se détacher. Et oui, ils rentrent dans ce tunnel. C'est un ami qui m'avait dit ça. On rentre dans un tunnel et soit on en sort ou on n'en sort pas, et je garde cette image-là de me dire que moi, mon mari, il n'en est pas sorti et que je me bats aujourd'hui pour que tous les autres qui soient dans ce tunnel-là s'en sortent et oui, se sortent de cette merde, parce que c'est... Voilà, ils sont vraiment dans la merde et ils disent rien parce qu'ils en peuvent plus, parce qu'ils ont honte, parce qu'ils ont peur que, en parlant une parole de trop au voisin d'en face qui a déjà je ne sais combien d'hectares, lui tout ce qu'il va vouloir c'est récupérer le peu d'hectares qu'il a. Toi, pour 20 ans ou crève, je vais récupérer ta terre, et pour peu que ça soit en location, vous savez, l'agriculteur qui n'a pas payé ses fermages depuis tant de temps, que le propriétaire ne dit trop rien, celui-là qui est là à se dire bah oui, j'ai déjà tant d'hectares, mais ça m'intéresserait d'en avoir 10 de plus. Il va les mettre un petit billet sous, et puis ça va se faire comme ça. Et je trouve, ça pas propriétaire, quoi. Oui, voilà. Et je trouve pas ça très humain. Donc il y a certes au niveau de l'administration, au niveau agricole, où il faut garder ce côté humain. Il y en a, ils sont humains. Il y en a, ils n'ont pas les moyens de l'être. Mais aussi entre collègues, il faudrait qu'on soit un petit peu plus humain et être peut-être plus à l'écoute, de se dire j'ai été chez Monsieur X, ça allait pas fort, retourne-y, quoi. Retourne-y, parce que moi c'est ce que je ferais. Ça s'appelle de la solidarité. Merci Camille Borin. Merci beaucoup. Merci Camille Borin. Et puis pour aller plus loin que cet entretien, il y a 2 livres que vous avez écrits en 2 ans. Tu m'as laissé en vie, suicide paysan, veuve à 24 ans. Et puis ce livre Agricultrice, une vie à part, qui est sorti cette année. Vous pouvez réécouter cette émission sur YouTube, comme toujours en podcast sur sudradio.fr. Et dans un instant, Brigitte Lahaye.